Depuis 3 semaines, c'est devenu une habitude. Chaque jour, dans le hall du palais de justice d'Avignon, pendant des heures, des dizaines d'anonymes patientent, principalement des femmes. Et ce matin-là, devant la porte de la salle d'audience Voltaire, un homme attend, fébrile. Il a un bouquet à livrer. Des lys, des roses, des Tokyo, des œillets, des gerberas. C'est pour donner à qui? À Madame Pellicot. C'est un part d'un particulier. Gisèle Pellicot, la figure de ce procès hors norme, celui de son ex-mari accusé de l'avoir droguée, violée et faite violer par des inconnus. Dès que la porte s'ouvre, spontanément, la foule acclame la septuagénaire. Entre les journalistes et les caméras, au milieu de cette haie d'honneur improvisée, le fleuriste se faufile. Il parvient à lui donner son bouquet. Derrière ses lunettes de soleil, Gisèle Pellicot semble émue, touchée par cette ovation et ces marques d'affection répétées. En quelques semaines d'audience, Gisèle Pellicot est devenue un symbole dans la lutte contre les violences sexuelles. Son nom et son visage s'affichent partout, aux 4 coins de la France, où de nombreux rassemblements s'organisent. Il faut écouter, soutenir et défendre les victimes. C'est énorme ce qu'elle fait aujourd'hui pour la cause des victimes de violences sexuelles. Et voilà, vraiment, la honte doit changer de camp. Des discours qui ne la laissent pas insensible. Plutôt discrète et peu bavarde face aux journalistes, elle se tient droite face aux caméras, son regard libéré de ses lunettes de soleil. Elle tient à remercier ceux qui la soutiennent dans cette épreuve. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. Un combat au nom de toutes les victimes et une volonté pour Gisèle Pellicot de prendre son rôle à cœur. Les télévisions du monde entier ont fait le déplacement. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Espagnols parce que chez nous, la population est extrêmement sensibilisée à la question des violences sexuelles. Un écho au-delà de nos frontières, d'autant que, comme l'a souhaité Gisèle Pellicot, les débats sont publics. Elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas de huis clos parce que la honte doit changer de camp et qu'elle n'a pas à rougir de ce qui s'est passé puisqu'elle est victime. Gisèle Pellicot, qui pendant plus de 4 mois de procès, doit affronter chaque jour dans la salle d'audience le regard de son ex-mari et de ses 50 co-accusés. Dans les couloirs du palais de justice ce mardi matin, chacun se prépare à vivre une journée cruciale. Pour la première fois, Dominique Pellicot, considéré comme le personnage central de l'affaire, va devoir s'expliquer. La salle d'audience est pleine à craquer. Après plusieurs jours d'absence, Dominique Pellicot s'installe dans le box des accusés. Encore malade, l'air un peu affaibli à cause de son infection qui l'a conduit à être hospitalisé, il s'apprête à comparaître dans des conditions un peu particulières. Sur décision des médecins, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour Dominique Pellicot. Il n'est plus debout lorsqu'il doit répondre aux questions, il peut rester assis. Il n'est plus sur le banc en bois qui est dans ce box des accusés. Il a un fauteuil un peu plus confortable. Il est donc avec son micro à la main lorsqu'il répond à ces questions. Et régulièrement, le président lui propose s'il souhaite faire une suspension d'audience pour reprendre ses esprits et ses forces. Dominique Pellicot est dans ce box des accusés, les cheveux blancs,
une silhouette massive, imposante. Il parle en permanence avec une voix très morne, à tel point que parfois on a du mal à saisir les mots qu'il dit. Il a une sorte de lassitude en permanence dans sa voix. Dominique Pellicot, un prédateur, jugé au terme d'un invraisemblable concours de circonstances. Sans cette journée du 12 septembre 2020, peut-être son procès n'aurait-il jamais eu lieu. Ce jour-là, Dominique Pellicot se rend dans ce supermarché de Carpentras. L'homme est en chasse. Sur ses captures d'écran, on le distingue glisser cette sacoche noire sous les robes de plusieurs femmes. Nathalie, 55 ans, se trouvait aussi dans ce supermarché ce jour-là. Elle a pu observer le dispositif que transportait le retraité. Il tenait dans ses mains une sacoche de petits caméscopes, donc des sacoches un peu allongées, là, où au bout il y a une ouverture pour sortir l'appareil. Et lui, sur cette partie, il avait accroché, alors c'était son téléphone ou une petite caméra, hein, je ne sais pas exactement, moi j'ai compris téléphone, mais... Et donc, il devait faire glisser cette sacoche voilà, sous nos jupes. Hein. Nathalie est elle aussi ciblée par Dominique Pellicot. Elle ne se doute de rien. C'est le vigile du magasin qui va venir vigoureusement à son secours. Je suis un peu bousculée, on va dire, par l'agent de sécurité du centre commercial. J'avoue que j'ai rien compris hein, sur le moment et... Voilà, je suis bousculée par cette personne qui crie, qui est assez volubile envers le monsieur en face de moi, qui lui dit que, enfin voilà, qui dit qu'il est en train de filmer sous ma jupe, sous ma robe. La caméra de Dominique Pellicot enregistre toute la scène. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Vous portez plainte. C'est vrai ? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe. Allez, police, tu me les appelles maintenant. Et les autres clients, putain, il aurait fallu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpelle. Madame, comment on va faire, là Je vais vous laisser finir vos courses. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Moi qui m'étais rendu compte de rien du tout, voilà. Je ne sais même plus qui je dois regarder. Le monsieur en face de moi avec des yeux de chien battu qui semblait être un pauvre innocent. Et puis cet agent de sécurité voilà, qui criait un peu dans tous les sens. Pendant au moins 2 ans, si ce n'est pas plus, je n'ai plus fait mes courses en robe. Quand même, ça veut dire quelque chose. Et la robe que je portais ce jour-là, je l'ai jetée. Nathalie décide de porter plainte. Dominique Pellicot est placé en garde à vue. À ce moment-là, les policiers pensent avoir affaire à un voyeuriste. Les enquêteurs vont avoir la présence d'esprit d'aller jusqu'à perquisitionner à son domicile pendant cette garde à vue et saisir un ordinateur portable, les téléphones portables qu'il avait sur lui, une clé USB qui était aussi à son domicile. Les enquêteurs analysent alors le matériel informatique qu'ils viennent de saisir. Ils vont d'abord voir que Dominique Pellicot a l'habitude de fréquenter le site coco.fr et ils découvrent dans les échanges qu'il peut avoir avec d'autres internautes qu'il raconte droguer sa femme et qu'il invite des hommes à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec elle alors qu'elle est, dit-il, endormie. Ils vont ensuite découvrir des vidéos dans son ordinateur portable, toutes rangées scrupuleusement avec un titre, un nom, une date et ces vidéos montrent des viols. L'affaire dite de Mazan éclate au grand jour. Plus de 9 ans de viol, souvent filmés. Les images sont accablantes. Alors pour ses premiers mots devant la cour,
Dominique Pellico reconnaît immédiatement les faits qui lui sont reprochés dans leur globalité. Il affirme ne pas chercher à justifier ses actes, mais amorce un début d'explication, admet une addiction incontrôlable. C'est un passage obligé, on peut pas... Je ne suis pas en train de dire pauvre monsieur Pellico, ce que je dis c'est qu'il est abattu parce que c'est sa vie, c'est son parcours et que voilà, le procès veut que ça soit dévoilé au grand jour, c'est dévoilé au grand jour. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir un sentiment quand même de désarroi, malgré tout. Face à la cour, il revient alors sur son histoire, sur une enfance ponctuée selon lui de violences sexuelles. Dominique Pellico, il a beaucoup mis en avant deux traumatismes qu'il a vécu enfant, un viol qu'il dit avoir subi à l'âge de 9 ans par un infirmier dans un hôpital et aussi un viol auquel il a été forcé de participer, dit-il, sur un chantier alors qu'il avait 14 ans, sur une jeune fille handicapée. Et pour lui, en fait, ces deux traumatismes expliquent un petit peu les raisons pour lesquelles il est dans le box aujourd'hui. Après 4 années de psychiatre et de psychologue, j'ai pris conscience du mal que j'ai fait autour de moi. Très certainement j'ai un problème, mais je le redis, on ne naît pas pervers, on le devient. Parfois en larmes, Dominique Pellico présente ses excuses. Je suis coupable de ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait, je demande pardon, même si ça n'est pas pardonnable. Gisèle ne méritait pas ça, je le reconnais. Il a plusieurs fois exprimé des remords dans cette salle d'audience, demandant pardon à Gisèle Pellico. C'est assez particulier lorsqu'il demande pardon parce qu'il s'adresse à elle, à la troisième personne, alors qu'elle est face à lui. Mais il dit « Je m'excuse auprès de cette personne, je demande pardon à cette personne, même si je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait. » Comme si il était encore dans une mise à distance du fait que ce soit son ex-épouse avec qui il a quand même vécu plus de 50 ans. Sur le banc des parties civiles, Gisèle Pellico, derrière ses lunettes fumées, écoute attentivement. Puis lorsque le président lui demande si elle souhaite s'exprimer, elle s'avance à la barre. S'engage alors une sorte de dialogue inattendu avec son ex-mari. Il est difficile d'entendre ce que dit monsieur Pellico. Pendant 50 ans, j'ai vécu avec un homme dont je n'imaginais pas qu'il puisse faire ces actes de viol. Il est conscient de ces actes de viol, mais moi, pas une seule seconde, je n'ai douté de cet homme. J'avais toute confiance en lui. Je suis coupable de ce que j'ai fait. Je regrette et je demande pardon. Tu as été merveilleuse et moi j'ai été à côté de la plaque. Dans la salle, le temps semble suspendu. Gisèle Pellico doit aussi affronter la présence et le regard des 50 autres co-accusés qui comparaissent également pour l'avoir violée à son insu. Qui sont ces hommes? Comment sont-ils entrés en contact avec Dominique Pellico? Dominique Pellico explique qu'il allait sur ce site de rencontre, coco.fr, où il avait créé une page privée qui s'appelait « À son insu ». Et sur cette page privée, des hommes pouvaient le contacter. Il leur expliquait alors qu'il était en couple avec sa femme et qu'elle était consentante pour des jeux sexuels, des jeux libertins, des plans à trois, dit-il. Et il leur proposait de venir à son domicile, disant que sa femme serait d'accord pour venir avoir des actes sexuels avec elle. Avant leur arrivée, Dominique Pellico drogue son ex-femme avec des anxiolytiques puissants, à tel point qu'elle se trouve dans un état comateux, inconsciente, dit-il lui-même à la barre. S'ensuit alors un mode opératoire qu'il a minutieusement préparé et qu'il répète à chaque occasion. Il demandait aux hommes qui venaient à leur domicile de se garer un peu plus loin, de finir le chemin à pied. Lorsqu'ils arrivaient, de se changer dans la cuisine, d'arriver déjà nus dans la chambre pour éviter le plus possible de faire du bruit, de ne pas fumer juste avant pour ne pas avoir d'odeur qui pourrait la sortir de son état comateux, de ne pas porter de parfum. Donc il y avait tout un rituel qu'il imposait, ou qu'il demandait en tout cas à ces hommes. Sur le banc des accusés, le plus jeune a 26 ans, le plus âgé 74. La plupart habitaient à quelques kilomètres à peine du domicile du couple.
Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées, à la fois professionnellement, à la fois familialement, à la fois socialement, puisque l'un d'entre eux, il a travaillé longtemps chez les marins-pompiers à Marseille, puis ensuite chez les sapeurs-pompiers d'Aix. Il est allé au Resto du Cœur. En arrivant chez les Pellico, ces hommes avaient-ils conscience qu'ils allaient violer la septuagénaire ? Ce père de famille d'une 50aine d'années, aujourd'hui divorcé, est l'un des co-accusés. Devant notre caméra, il reconnaît le viol. J'ai reconnu que oui, effectivement, c'est un viol, parce que j'ai pris conscience que je n'ai pas eu le consentement. Après 2 ans de détention provisoire, il comparaît pour viol avec circonstances aggravantes. Il raconte comment il est entré en contact avec le principal accusé, Dominique Pellico. J'allais sur ce site Coco pour, entre guillemets, parler sexe, me distraire. Mon ex-femme étant d'un certain âge, pas spécialement de libido, donc moi j'ai trouvé une occupation par les sexes et tout. C'est lui qui est venu me chercher. Non pas ce qui dit que nous, on va le chercher et qu'on réclame ça. À notre micro, il minimise son rôle et reporte d'abord la faute sur l'ex-mari de Gisèle Pellico. Je me suis laissé guider, j'ai perdu le contrôle de moi, je ne suis pas resté des heures et des heures. Au bout d'un moment, j'ai été dégoûté, c'était lui. Il devenait rouge, il devenait fou, c'est son plaisir à lui en fait. Il nous a embarqué dans un truc où c'est que, ouais, moi je me qualifierais à ce moment-là de gamin. Un récit en deçà de ce que les enquêteurs ont décrit à partir des vidéos. Selon leur retranscription, l'homme commet plusieurs actes sexuels violents, alors que Gisèle Pellico est inconsciente. Parmi les co-accusés, 32 hommes comparaissent libres. Le visage souvent dissimulé derrière une capuche, un masque et des lunettes de soleil, ils empruntent les mêmes entrées et sorties que les parties civiles et le public. Et à certaines suspensions de séance, ils sont hués. Côte à côte, comme pour une haie du déshonneur, des femmes, téléphone en main, filment ces co-accusés sortir de la salle d'audience. Quelle honte, mais quelle honte, c'est honteux. La justice française, c'est zéro. Ce jour-là, un avocat tente d'intervenir et demande à cette femme pourquoi elle filme. Ça m'apporte que, exactement comme la radio, comme la télé, comme tout ça, ça m'apporte que j'ai des traces et que dans 20, 30, 40 ans, je pourrais montrer à mes filles, regardez, on était à ce procès, c'était incroyable, on était solidaires entre femmes. Solidarité et colère. Malou est venue de Suisse pour assister aujourd'hui au procès. Comme un leitmotiv, pour elle comme pour les autres, la honte doit changer de camp. Que ce soit bien dénoncé pendant 10, 15 ou 20 ans, qu'on s'en souvienne, que les gens qui les côtoient sachent ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Voilà. Je leur ai juste dit que c'était triste de pouvoir violer une dame dans son sommeil et de ne pas l'assumer ensuite en portant un masque dans un tribunal. Si ça pouvait se faire sereinement, ça serait très bien. Car dans une atmosphère de plus en plus crispée, certains co-accusés ne cachent plus leur énervement. La presse est notamment prise à partie, parfois très violemment. La tension monte aussi d'un cran à l'extérieur du palais de justice. Oh, t'as dit quoi là? Pardon, par contre, t'en parles bien, hein? Parle bien, sinon, ça va pas le faire. Des militantes féministes se font ici invectiver par l'un des co-accusés. C'est des menaces, ça, monsieur. C'est des menaces, il y a la télé, ça. Allez-y, continuez. J'étais en train de donner une interview à Radio-Canada. Donc je ne m'intéressais pas du tout à ces hommes qui étaient en train de sortir. Et ils ont vu les caméras et ils se sont mis à hurler qu'on mettait en danger leur famille, qu'ils avaient droit à leur vie privée, qu'à cause d'eux, leur mère était en danger, etc. Et ils nous ont menacés. On est dans une inversion là quand même. C'est quand même eux les criminels. C'est eux qui sont jugés. Nous, là, on est là juste pour demander la justice en fait. On veut juste que les hommes arrêtent de violer les femmes. C'est vraiment basique. Hein. Blandine est membre d'un collectif féministe d'Avignon. Elle assiste chaque jour au procès et dénonce ce qu'elle appelle la fraternité masculine des co-accusés, qui affiche, selon elle, une attitude nonchalante, malgré les accusations qui pèsent contre eux.
On les voit arriver assez contents. On dirait qu'ils viennent au travail, en fait, ils viennent passer leur journée. Ils arrivent le matin et check nos frères. Allez, bon, bonne journée, voilà. Et à midi, ils vont boire leur petit café tous ensemble, dans la rue, comme ça. Pas un n'a écrit à la police, même anonymement. Aucun n'a dit c'est illégal ce qu'on fait, c'est dangereux, c'est un crime, enfin, ou c'est inhumain, ou, voilà. Aucun n'a même fait demi-tour. Dans la salle d'audience, tour à tour, à la barre, les co-accusés sont parfois confrontés aux vidéos filmées par Dominique Pellicot. Gisèle Pellicot, elle aussi, n'est pas épargnée. À la demande des avocats de la défense, 27 photos d'elle à caractère sexuel sont diffusées. C'est vous qui avez accepté que ces photos soient diffusées. Vous êtes responsable. On la découvre sur ces photos nue, parfois en sous-vêtements, parfois avec des jouets sexuels, à chaque fois ou presque avec les yeux ouverts, réveillée, souriante. Elle s'en est expliquée immédiatement à la barre en disant qu'elle ne reconnaissait pas ces photos, qu'elle ne reconnaissait pas ses sous-vêtements et que forcément ces photos avaient été prises alors qu'elle était sous l'empire de la soumission chimique de son mari, que même si elle avait les yeux ouverts, elle n'était absolument pas consciente, selon elle, lors de la prise de ces photos. La défense avait fait ce choix de demander la diffusion de ces photos parce que, selon eux, ça légitimerait la défense des accusés de dire nous avons vu ces photos avant de venir au domicile des Pellicot et donc nous avons pensé qu'elles pouvaient être libertines, qu'elles pouvaient être d'accord pour des jeux sexuels. Il y a des mains qui ne sont pas les miennes. Je suis très étonnée de ces photos. Elles ont été faites à mon insu. On a cherché à me piéger avec ces photos, à montrer que j'ai cherché à appâter ces individus. Selon elle, les avocats de la défense cherchent à la discréditer. Madame, vous êtes exhibitionniste? À la barre, Gisèle Pellicot encaisse, puis s'indigne face aux insinuations des avocats. C'est dégradant et humiliant votre question. Non, je ne le suis pas. Et je suis en train de me justifier et c'est insultant. Et je comprends pourquoi les victimes de viol ne portent pas plainte, car on leur fait leur grand déballage. Ça ne va pas me déstabiliser pour autant. C'est la première fois qu'on a entendu une telle colère de la part de Gisèle Pellicot à la barre, une colère froide, tranchante, où elle n'a pas faibli, elle n'a pas tremblé, mais elle était véritablement hors d'elle. Un viol est un viol, martèle Gisèle Pellicot. Comme en écho à l'avocat de la défense qui semblait minimiser l'intention réelle de certains accusés. Elle a confiance en la justice, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se présente, elle n'a rien à cacher, elle n'a honte de rien du tout. Quand on est victime de faits de nature sexuelle, il ne faut pas avoir peur de déposer plainte, il ne faut pas avoir peur d'aller au bout de ce processus judiciaire, il ne faut pas avoir peur de se confronter à des situations dans lesquelles on va avoir l'impression que c'est le procès de la victime. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en la justice. Obligée d'endurer encore et encore les questions difficiles et les auditions glaçantes, Gisèle Pellicot reste debout. Comment tient-elle? Peut-être est-ce ce sentiment de responsabilité et l'espoir que ce procès marque enfin une réelle prise de conscience des hommes dans les violences faites aux femmes.